de me retrouver parmi vous ce soir, en Seine-et-Marne, à Chelles, pour ce moment convivial. Et un moment surtout marqué par le plaisir d'être ensemble. Pour moi, les soirées, contrairement à ce que l'on pourrait croire, se suivent et se ressemblent un peu, puisque hier soir, j'étais dans le département voisin de la Seine-Saint-Denis pour un autre exercice, mais c'était l'inauguration de l'hôtel de ville de Noisy-le-Grand, avec Michel Pajon, que j'ai connu à la faculté de Tolbiac. Je dis ça parce que j'ai rencontré une militante qui m'a connu il y a quelques années. Nous étions hier soir avec Claude Barthelone pour un moment aussi républicain de rassemblement. Et ce soir ici, à Chelles, nous sommes aussi dans cette tradition. Les banquets républicains, les banquets militants, on s'y retrouve, on parle, on échange. Et l'on se donne aussi de l'énergie. L'énergie de militer, de convaincre, de mettre en œuvre nos idées, de défendre, de promotionner les engagements du président de la République et la politique du gouvernement et de la majorité. Et moi, je vais vous dire, et je suis convaincu que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, ça me manquait. Nous gouvernons le pays dans des conditions difficiles depuis 8 mois. Nous avons mené une longue campagne présidentielle, législative. Ceux qui sont parlementaires sont engagés évidemment à l'Assemblée, au Sénat. Ceux qui sont ministres sur leur dossier. Mais ça fait du bien de sortir. Ça fait du bien d'aller à la rencontre des Français. Ça fait du bien d'aller à la rencontre des militants pour faire le point sur l'action, notamment celle du président de la République. J'ai plaisir à être ce soir donc avec vous, à être, comme on dit, en bonne compagnie. Et je veux remercier pour son accueil votre secrétaire de section, Olivier, on peut l'applaudir, il est en train de partir. Saluer évidemment Jean-Paul Blanchou, votre maire. Et mon ami du gouvernement, Nicole Bricq. Je les connais tous les deux depuis longtemps. J'étais tout petit, à la Fédération socialiste de Paris. Ils ont cherché à me former politiquement. Ils n'y ont pas réussi. Parce que comme disait Jean-Paul, j'étais rebelle. Mais j'ai toujours admiré et apprécié le militantisme de l'un comme de l'autre, la force des convictions de Jean-Paul, et le caractère de Nicole qui vaut au moins le mien, sinon plus. Au Conseil des ministres, je n'ai pas le droit de dire ce qui s'y passe, mais elle défend ses convictions, sa vision de l'économie, la nécessité que la France rattrape son retard sur le plan industriel ou sur le plan du commerce extérieur. La passe à langue dans sa poche, comme on dit, mais c'est surtout, et dans ces moments difficiles pour notre économie, et dans le monde tel qu'il est, global, je peux vous dire que c'est sans doute aujourd'hui le meilleur avocat de notre économie et de notre industrie, et je voudrais saluer son action sur le terrain. Jean-Paul, je le connais depuis longtemps, et en plus nous avons ensemble conquis, gouverné la région Île-de-France. Moi j'étais premier vice-président chargé des finances. Pardon. Lui il était le président du groupe. C'était un temps heureux. On baissait les impôts, on baissait l'emprunt, on augmentait les dépenses. Je ne sais pas comment on faisait, c'était possible et tout à fait légal. Nous gouvernions avec une majorité relative et son talent, celui de l'écoute, du dialogue, sans rien laisser de ses convictions, était précieux. Comme était précieux aussi l'apport de Yannick Bodin,
qui lui aussi m'a connu jeune conseiller régional, le plus jeune du monde, en 1986, du plus jeune du monde, parce que c'est la première fois que nous éligions la région au suffrage universel. Et Yannick a tenu bon pendant des années, ça n'était pas facile. Et vous avez eu raison d'en faire un sénateur de ce département. Et puis je veux saluer aussi Vincent Eblé, le président du Conseil général, sénateur, que j'ai connu aussi il y a si longtemps. Et pourquoi je dis cela? Pourquoi j'adresse ces mots chaleureux à Jean-Paul, à Nicole, à Yannick ou à Vincent? C'est parce que moi je suis heureux d'être avec vous. C'est parce que je suis socialiste. C'est parce que je suis militant. Et ceux qui gouvernent, ceux qui ont une responsabilité importante au gouvernement, doivent se retrouver, comme nous le faisons ce soir, avec Nicole, parmi vous. Parce que sans vous, la gauche aujourd'hui ne gouvernerait pas. Sans vous et votre formidable campagne, sans vous, nous ne pouvons pas réussir. Et nous devons, mes chers amis, nous comporter au gouvernement comme dans l'opposition et dans l'opposition comme au gouvernement, c'est-à-dire en campagne, pas en campagne politicienne, mais considérer que les Français sont un peuple intelligent et qu'ils ont besoin d'être convaincus et qu'on ne peut pas les convaincre seulement à la télévision ou par les messages officiels et que nous qui gouvernons et vous les parlementaires, nous avons besoin de vous, militants, sympathisants, pour défendre nos idées, pour défendre nos valeurs, pour défendre l'action du président de la République, François Hollande. Soyez avec nous, parce qu'ensemble, nous allons redresser ce pays, parce qu'ensemble, nous allons faire que la France redevienne forte et juste. Et puis évidemment, il y a ceux qui sont arrivés, les jeunes, les petits nouveaux, qui ont de l'expérience déjà, et qui aujourd'hui se font entendre et qui représentent cette nouvelle génération dont on a besoin. Et je veux saluer évidemment Édouard Dorian Sipel, député de ce département de la Seine-et-Marne, qui partage avec moi au fond cette belle idée que quelles que soient nos origines, quelle que soit notre condition sociale, quel que soit notre nom, quelle que soit notre couleur, on peut représenter la France au plus haut niveau. C'est ça la France. C'est que chacun, un jour, doit pouvoir se dire qu'il représente une part de la nation. Et puis évidemment, saluer Aymeric Brier. Certes, avant moi, il a invité Arnaud Montebourg et Pierre Moscovici. J'éprouvais une certaine jalousie. Donc c'est pas Mélenchon. Des messages. Quand est-ce que je viens à Chelles? C'est difficile, tu sais. Jean-Paul hésite. J'en parlais avec Jean-Paul qui me disait mais oui, et tu sais, Aymeric, tu n'as pas encore décidé si tu pouvais venir. Alors c'est pour ça que cette invitation, elle me touche. Non, Aymeric est non seulement un ami, mais c'est un talent. Il ira loin, il veut aller loin, mais il sait quelque chose, c'est que pour aller loin, il faut garder ses racines, son ancrage, et je le voyais tout à l'heure en tournant autour de vous, son rapport, sa sympathie, sa simplicité. C'est un grand député déjà, il ira loin, vous pouvez compter sur Aymeric. Je veux également saluer votre premier secrétaire, Philippe Sassard. C'est une tâche difficile, surtout quand on est au pouvoir, je connais ça. Ainsi que Lydie Autreux, une femme vice-présidente du Conseil général. Et nous sommes en train de tout faire pour qu'il y en ait beaucoup plus et qu'il y ait même la parité dans les conseils généraux. Quel changement, quelle révolution! Et puis
saluer évidemment Jean-Jacques Marion, également conseiller général et président de la communauté d'agglomération Malle et Chantal. Je salue enfin certains maires, je vais en oublier, mais que je connais depuis longtemps pour certains d'entre eux. Michel Ricard, maire de Logne. Daniel Vachet, que j'ai bien connu quand il était député, maire de Noisiel. Guillaume Delève-Elcine, qui va apprendre qu'au fond, maire et maire de Torcy, c'est la plus belle mission que l'on puisse accomplir. Monique de Lessard, maire de Ponto. Et enfin Lionel Valquer, maire de Saint-Fargeau, que je connais bien, comme voisin de l'Essonne. Et tant d'autres, parce que le Parti Socialiste a cet ancrage, grâce aux militants que je saluais il y a un instant, mais grâce à ce réseau d'élus exceptionnels que nous devons mobiliser pour nos réformes, pour changer le pays. Mes chers amis, le président de la République l'a souligné lors de ses vœux aux Français. Notre pays fait face à des difficultés lourdes, réelles, liées à une crise économique et financière sans précédent qui a frappé une partie du monde et l'Europe. Nous étions préparés évidemment à cette crise. Nous l'avions dit aux Français. Et nous savions que les choses ne seraient pas faciles. Et que ce changement pour lequel nous sommes mobilisés, prendrait du temps, se heurterait aux peurs, aux angoisses, au conservatisme. Il nous faut travailler avec beaucoup de détermination au redressement de notre pays, redressement de son économie, de son industrie, de sa balance commerciale, redressement de ses comptes publics. Oui, parce que Jean-Paul avait raison de le souligner, la dette, c'est l'ennemi de ce pays, du peuple, des prochaines générations. Redressement de son école. Je sais que c'est difficile, que beaucoup de nos concitoyens doutent, mais gouverner, c'est la vocation des socialistes, c'est la vocation de la social-démocratie, c'est la vocation d'une gauche moderne qui affronte la réalité du monde. Et les choix qui ont été faits par le président, le gouvernement, la majorité, pour le budget, pour le pacte de compétitivité, pour ce contrat qui, grâce à Michel Sapin et aux partenaires sociaux, est en train d'être bâti et qui change la culture de la négociation sociale. Les choix qui sont les nôtres depuis 8 mois pour l'emploi, première des priorités, tant le chômage ravage notre société, les nouvelles générations, comme ceux qui pourraient demain prétendre à une retraite tranquille, la précarité et la pauvreté qui ont pris une ampleur sans précédent. Nous savons quelle est la mobilisation, qu'il faut tenir bon, qu'il faut tenir le cap. La gauche gouverne, les socialistes gouvernent avec les écologistes et avec les radicaux de gauche, et je salue ceux qui sont là dans le cadre de ce banquet républicain. Mais je veux dire aux socialistes notamment, aux parlementaires, aux élus, aux responsables, que beaucoup reposent sur nous. Nous savons que gouverner c'est difficile. Nous sommes de cette gauche qui a toujours pris ses responsabilités, à chaque fois dans des conditions difficiles. Ce fut le cas évidemment avec Léon Blum, avec Pierre Mendès France, et à partir de 1980 avec François Mitterrand, avec la durée que nous donnaient les institutions de la Ve République. Et à chaque fois, nous avons dû souvent faire des réformes qui n'avaient pas été mises en œuvre par d'autres, alors que la situation économique ou industrielle l'exigeait. Ce n'est pas toujours facile pour des gens de gauche de se dire que c'est le moment de redresser les comptes de la nation, c'est le moment de mener une politique de compétitivité, c'est le moment de faire en sorte qu'il y ait davantage de souplesse sur notre marché du travail. On peut se dire qu'on pourrait gouverner dans des situations plus faciles. Mais si les Français nous ont fait confiance, c'est parce que précisément la gauche est capable
et doit être capable, c'est son destin, de concilier l'efficacité économique et la justice sociale. Parce que les temps sont difficiles, les Français nous ont fait confiance pour rassembler la société, pour apaiser la société, mais aussi pour faire en sorte que ce pays sorte de l'ornière économique dans laquelle la droite l'avait mis au cours de ces dernières années. Alors mes chers amis, haut les cœurs, il faut y croire, et si les temps sont difficiles, c'est précisément parce que les Français éprouvent de nombreuses difficultés qu'ils nous font confiance. Ayez confiance dans l'action du président de la République et du gouvernement. Soyez fiers de ce que nous sommes en train de faire. Ne baissez pas les yeux quand des militants d'une gauche qui n'a jamais compris qu'il fallait assumer les responsabilités cherchent à nous mettre en difficulté. Oui, c'est nous qui allons redresser l'industrie de ce pays. C'est nous qui allons redresser les comptes publics de ce pays. Et c'est nous qui allons redresser l'école de la République dont on a bien besoin. Alors militez, convainquez autour de vous que c'est la voie qu'il fallait choisir. Je parlais du redressement, et je veux vous parler du redressement aussi de l'autorité de l'État. Et je partirai du constat regrettable, mais pas inéluctable, que dans notre pays, l'autorité sous toutes ses formes est souvent mise en cause. La France n'est pas le seul pays dans ce cas. Cette contestation de l'autorité est un élément de l'évolution de nos sociétés modernes. Et les exemples de cette contestation sont nombreux. Ils alimentent l'actualité. Je pense notamment aux enseignants qu'on agresse, aux policiers qui se font caillasser, aux gendarmes sur lesquels on n'hésite pas à tirer, aux sapeurs-pompiers qu'on accueille avec violence alors qu'ils viennent sauver des vies. Et les événements récents de Mulhouse où je me suis rendu il y a quelques jours sont édifiants. Ces sapeurs-pompiers, comme souvent dans un certain nombre de quartiers populaires, sont tombés dans un véritable guet-apens. Ces agents des services publics qui ne peuvent plus aller dans un certain nombre de cités. Ces médecins qu'on oblige à quitter des villes. Ces actes graves sont intolérables. Et il appartient à la justice, évidemment, de les punir sévèrement. Mais on ne peut s'arrêter au constat d'une crise de l'autorité. Il faut y répondre car si l'autorité s'effrite, c'est la capacité d'action de notre État qui est fragilisée. Et en tant que socialistes, qu'hommes et femmes de gauche, que républicains, nous savons dans notre pays l'importance de l'État, des services publics, de la puissance publique à travers notamment le rôle des collectivités territoriales, d'un État libérateur des individus. Et répondre à la crise de l'autorité, c'est en connaître les causes. Et je lisais dans une enquête d'opinion publiée cet après-midi par le journal Le Monde. Enquête d'opinion inquiétante à bien des égards, mais qu'il faut regarder là aussi en face sur les peurs qu'éprouvent nos compatriotes par rapport à la globalisation économique ou par rapport aux immigrés. Nous devons y répondre et apporter des réponses à nos concitoyens. Et pourquoi donc il y a cette crise de l'autorité alors que dans ce même sondage, les Français attendent beaucoup de l'autorité? À cause de la crise économique, à cause de l'affaiblissement de l'État-providence, qui donnait le sentiment d'une forme de sûreté, mais alors que les déficits se creusent, beaucoup de nos concitoyens ont l'impression que le contrat social, lui, se fissure. Et je sais que Nicole ou Jean-Paul ont souvent réfléchi sur ces questions, à cause tout simplement d'une évolution beaucoup plus profonde de nos sociétés, et par exemple de la famille. L'école est également un lieu où l'autorité est contestée, celle de l'enseignant, et parfois on ne croit plus en sa capacité à créer un avenir meilleur. La gauche, dans l'exercice du pouvoir, doit assumer un discours sur l'autorité, sur la sécurité bien sûr. C'est ma mission, ministre de l'Intérieur, que de protéger nos concitoyens. Mais d'une manière plus générale, c'est sur l'autorité.
Je pense que le besoin de sécurité n'a jamais été aussi grand dans un monde perçu comme périlleux, difficile. Et nous voyons avec les événements actuels au Mali, avec ce lien qui existe entre une menace terroriste extérieure et une menace terroriste intérieure. Et je veux ici, devant vous, saluer la décision du président de la République d'envoyer nos soldats au Mali, pas au nom d'intérêt, pas au nom d'une France-Afrique dépassée, mais tout simplement parce que si la France n'était pas intervenue rapidement, aujourd'hui, c'est à Bamako que les terroristes seraient. Et aujourd'hui, c'est un État, le Mali, qui serait dans les mains de groupes qui veulent déstabiliser l'Afrique de l'Ouest, le Sahel, et qui veulent s'en prendre aussi à l'Europe et aux valeurs qui sont les nôtres, et qui ne sont pas uniquement celles de notre pays, qui sont les valeurs universelles, qui sont les valeurs qui sont nées en France en 1789. Je veux saluer ces soldats, ces hommes jeunes qui combattent pour nos valeurs, pour la liberté, partout, contre le terrorisme. Et nous savons qu'il faut combattre aussi ce terrorisme dans notre pays. Il y a eu évidemment les tueries de Montauban et de Toulouse. Et puis au mois de septembre dernier, grâce au travail de la police, cette cellule qui a été démantelée, pas loin d'ici, après un attentat qui était fait pour tuer à Sarcelles le 19 septembre. Il y a donc des périls, et cela nécessite un engagement. Et au fond, c'est normal, c'est logique, c'est cohérent au fond, que ce soit la gauche qui soit au premier rang dans le monde, en Europe et dans notre pays, pour combattre cette violence aveugle, ce fanatisme qui nie la liberté, qui nie la condition de la femme, qui nie la démocratie, qui essaie de craser par le totalitarisme d'une pensée fanatique ce que nous avons de plus cher. Oui, les temps sont difficiles, mais nous y répondons, nous, et nous devons être fiers du rôle de la France et de sa parole dans le monde, car c'est ça, être de gauche et être républicain, c'est nous dépasser et faire en sorte que notre pays compte aujourd'hui davantage, parce que nous avons toujours un message universel à transmettre aux autres peuples. Mes chers amis, la modernité, en accouchant d'un individu libre, affranchi de contraintes souvent héritées du passé, tradition, la religion, a décuplé ses libertés, mais aussi son besoin de sécurité. Et notre époque est soumise à un paradoxe formidable, étrange et parfois inquiétant. L'individu libre a d'un côté un besoin profond et grandissant de sécurité, mais de l'autre, il doute profondément et de plus en plus de la capacité de l'autorité à l'assurer. C'est alors l'État, dans le contexte de mondialisation et de perte apparente de souveraineté, qui est le premier mis en doute. Et la tentation peut être grande, sous des formes différentes, nous le voyons en Europe, de revenir à des réponses autoritaires, réactionnaires, qui peuvent chercher en permanence des boucs émissaires. Et je pense évidemment à la figure de l'immigré ou du musulman. Nous devons regarder ça aussi de près. Nous n'oublions pas que, à l'occasion de la dernière élection présidentielle, la candidate du Front National a réalisé le score de 18%. Nous n'oublions pas qu'une partie de la droite est aujourd'hui proche des idées du Front National et prête à conclure des alliances avec elle. Nous n'oublions pas les résultats d'un certain nombre d'enquêtes d'opinion, je le disais il y a un instant, qui démontrent cette inquiétude. C'est pour ça qu'il appartient, là aussi à la gauche, d'apporter des réponses. Si nous échouions à apporter ces réponses, si nous n'étions pas capables de les formuler, alors que tant de questions sont posées par nos compatriotes, ils ne se tourneraient pas vers la gauche de la gauche. Ils ne se tourneraient pas vers ceux qui sont en permanence en train de nous faire le procès de la trahison. Non.
Il se tournerait, comme c'est le cas dans notre pays, vers ceux qui tiennent un discours de haine et qui semblent apporter des solutions faciles et en même temps terribles pour nos valeurs. Alors là aussi, il faut être capable de faire face. La demande de sécurité dans notre société est telle qu'elle se généralise à tous les risques liés à la santé, l'environnement, à l'alimentaire, aux catastrophes nucléaires ou encore aux risques nucléaires. Tout ce qui relève de l'aléa, de l'imprévisible, représente désormais une idée insupportable parfois pour les individus. La crise de l'autorité, le besoin de sécurité. Et il s'agit pour moi, mais j'en suis convaincu pour vous tous, d'un défi essentiel pour nos sociétés et d'un défi qu'il faut relever. Je crois que l'autorité, elle est émancipatrice et donc qu'elle est fondamentalement de gauche. J'aime le débat des idées et je souhaite, là où je suis, avec bien d'autres, que le fait de gouverner, mais c'est vrai sur le plan économique, c'est vrai dans le regard que nous portons sur la globalisation, ou c'est vrai, et Nicole le constate souvent, le regard que les autres pays, les autres continents portent sur notre pays. C'est aussi l'occasion de changer. C'est l'occasion de nous adapter, de reformuler en permanence notre projet qui ne peut pas être figé dans des textes de congrès. Et je crois que la gauche doit assumer cette nécessité d'autorité, car l'autorité n'est pas une dérive qui menacerait la liberté. Il n'y a pas un signe égal entre autorité et autoritarisme. L'autorité, c'est ce qui, aux côtés de l'usage du monopole de la violence physique, légitime, permet à l'État tout simplement de garantir l'ordre. Et l'ordre est par définition émancipateur de l'individu. Et en assurant la sécurité, il est une condition nécessaire du progrès. Parce que mes chers amis, et nous le savons bien, nous qui sommes élus de villes et de quartiers populaires, dans le désordre, c'est nécessairement la loi du plus fort qui s'impose. Et la gauche doit apporter une réponse à ceux qui subissent en premier lieu l'insécurité, la délinquance, la violence, injustice supplémentaire qui se rajoute souvent au chômage, à la précarité, à l'échec scolaire. Et nous devons répondre, apporter une réponse aux personnes les plus modestes, les plus fragiles de la société, les ouvriers, les femmes qui vivent seules dans les quartiers, les personnes âgées, les handicapés, les jeunes qui sont les premières victimes du racket et de cette violence, ceux qui sont donc directement touchés par les injustices, souvent économiques et sociales. Je suis par exemple effrayé, frappé encore par les chiffres de la délinquance quand elle concerne la violence faite aux femmes. Aujourd'hui, évidemment, on en parle plus, mais quand on apprend que tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Et là aussi, c'est une cause nationale que nous mettons en œuvre, que nous menons avec Najat Vallaud-Belkacem. Gouverner, c'est pas discourir, c'est pas regretter nos engagements du passé, c'est regarder la réalité en face et s'attaquer aux vrais problèmes de notre pays. Et mes chers amis, si la gauche veut représenter les personnes qui souffrent d'inégalités supplémentaires, si elle veut être crédible, elle doit être claire sur les questions de sécurité. Et dans la mission qui est la mienne, je souhaite naturellement participer au rétablissement de l'autorité. Et je suis convaincu que le défi consiste pour notre pays à renforcer chaque maillon de la chaîne d'autorité. L'individu, la famille qu'il faut responsabiliser, l'école, les forces de l'ordre, la justice, l'État, l'Europe, et évidemment l'institution éminente et fédératrice qu'incarne le chef de l'État. Ces différents maillons, je veux les parcourir en quelques secondes avec vous. L'individu doit être mis en capacité d'exercer pleinement ses droits et ses devoirs. Jaurès disait que le socialisme, c'était l'individu, tout l'individu jusqu'au bout. Et le plus difficile dans nos sociétés, c'est précisément de concilier l'émancipation de chaque individu avec le projet collectif qui est le nôtre. C'est ça être de gauche, c'est ça être socialiste aujourd'hui. La famille doit être mise en capacité d'exercer sa responsabilité, malgré les difficultés que ce modèle peut
peut connaître, notamment dans les quartiers populaires. Et aujourd'hui, la famille perd de plus en plus sa capacité à assumer une autorité et une transmission de valeurs. Les mères le savent bien, en mettant en œuvre des écoles, des parents, des politiques de soutien à la parentalité, faisant face à de nombreuses familles monoparentales, dont la définition est souvent une femme seule qui travaille difficilement et qui doit en même temps élever ses enfants. L'école doit être renforcée dans sa mission de transmission des savoirs, mais aussi des valeurs. Et c'est ce qu'accomplit Vincent Peillon au travers de sa volonté, la refondation de l'école et l'introduction de cours de morale laïque. C'est sans doute là que tout se joue, à l'école. Et moi, mes chers amis, je connais les difficultés. Réformer l'école, c'est difficile. Convaincre les enseignants, ça n'est pas facile. Mais tout de même, l'école est en train de revenir la première priorité alors qu'elle avait été saccagée pendant 10 ans. 60 000 enseignants vont être recrutés. L'école primaire est de nouveau une priorité. L'enseignement artistique va revenir à l'école. Et nous voulons faire de l'école ce lieu où on s'émancipe, où on transmet des savoirs, où on transmet des valeurs. Alors là aussi, si nous voulons que la société bouge, eh bien, il faut que l'école bouge. Parce que être de gauche, c'est d'abord refuser, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'un enfant d'ouvrier, qu'un enfant d'une famille populaire et modeste ait moins de chances d'accéder au collège, au lycée, dans une grande école qu'il y a 30 ans. Être de gauche, c'est refuser le fatalisme. C'est refuser le fait que quand on est dans un quartier populaire, on a moins de chances d'accéder à une grande école qui vous prépare à l'avenir. Et s'il y a un combat qui le mérite, c'est bien celui de l'école républicaine. Et là aussi, moi j'en appelle au dialogue, bien évidemment, mais à dépasser des conservatismes et accepter que, aux côtés de cette priorité qu'est de nouveau l'éducation nationale, aux côtés des postes qui seront créés, il y a aussi les réformes pédagogiques indispensables. La gauche, c'est le mouvement, la gauche, c'est la réforme, la gauche, c'est le progrès, et chacun doit y prendre sa part. Mes chers amis, et dans le domaine qui est le mien, les forces de l'ordre, qui seront bientôt, je n'en doute pas, plus nombreuses à Chelles, doivent retrouver toute leur autorité grâce à une présence renforcée sur le terrain qui favorise les relations et le dialogue avec la population. Pour être respectées, pour être pleinement dépositaires de l'autorité publique, les forces de l'ordre doivent être parfaitement respectueuses des citoyens. Des réformes importantes ont été initiées. Elles se mettent en place. Augmentation des effectifs, retour du numéro d'identification pour les policiers et les gendarmes, nouveau code de déontologie, proscription du tutoiement, création des zones de sécurité prioritaires. Quand je regarde le passé, en tout cas depuis 1981, il y a toujours eu des grands ministres de l'Intérieur de gauche qui n'ont jamais été des laxistes, contrairement au procès qu'on a voulu nous faire et qui nous a coûté si cher en 2002. Et là aussi, il nous appartient, et il m'appartient, de faire en sorte que policiers et gendarmes soient respectés, qu'ils soient les porteurs d'une éthique républicaine, qu'ils assurent l'ordre républicain dans notre pays, qu'ils soient en confiance avec les citoyens et que ces derniers le soient aussi avec eux. Moi, je ne veux pas les faux débats, des stigmatisations, mais je sais que dans ces moments particuliers où la délinquance est violente, où nous sommes confrontés à la menace du terrorisme, nous avons besoin aussi de ces forces de l'ordre. Et je crois, moi, en une police républicaine. Mes chers amis, la justice doit avoir les moyens d'exercer pleinement ses missions. Et le ministre de l'Intérieur que je suis s'interdit et s'interdira toujours de critiquer la justice. Parce que quand le ministre de l'Intérieur critique la justice, comme ça a été le cas par le passé, c'est l'état de droit qui est affaibli. Vous le voyez bien, nous sommes nous les dépositaires de cet état de droit.
Et ce que nous faisons ensemble avec Christiane Taubira, c'est une grande ministre de la Justice, c'est une grande garde des Sceaux, qui, à partir de mardi prochain, à l'Assemblée nationale, d'abord, va mener un combat important, celui du mariage pour tous, qui là aussi est nécessaire, parce que les socialistes sont des progressistes, parce qu'il faut accompagner les évolutions de la société. Mais Christiane est une grande ministre de la Justice, inflexible, et dont l'autorité ne peut pas être mise en cause, et qui sait que la justice et l'intérieur, que nous devons travailler tous les deux ensemble pour boire un verre d'eau. Pour là aussi redonner de la confiance. Et puis l'État doit retrouver sa capacité d'influer aussi les cours des destins. Il doit pour cela se réformer et lutter, je l'ai dit, Jean-Paul le soulignait, contre son premier motif d'impuissance, la dette. Notre pays a besoin d'un État fort, stratège, peu importe le mot, réformé, décentralisé bien sûr. Et la feuille de route définie par le président est claire. Et un projet de loi porté par Marie-Lise Lebranchu sera bientôt soumis au Parlement. Et nous devons davantage nous appuyer sur le plan économique, sur le plan industriel, sur la force de nos collectivités. Notre pays a besoin d'un État qui joue un rôle stratégique sur le plan industriel, à travers différentes formes de participation, de partenariat, mais aussi évidemment par le biais des collectivités. C'est dans cette optique qu'a été créée la Banque publique d'investissement. On peut regarder le monde pour ce qu'il est, global, avec une économie qui va vite, mais aussi avec la volonté de redresser ce pays sur le plan industriel. L'État doit tenir son rôle, car la France sans État n'est pas la France. C'est par l'État que notre nation s'est bâtie. L'État a été, doit demeurer, le garant de notre unité, de notre cohésion, de l'égalité, qui est peut-être le plus beau mot auquel aspirent les Français, et qui fait que la France est la France, différente d'autres. L'égalité qui doit rassembler ce pays. Chers amis, l'Europe au cœur de la mondialisation reste très fragile, mais elle reste l'échelon sans doute le mieux à même de formuler un nouveau pacte à l'ensemble des citoyens européens, à condition qu'elle se dote d'un projet. Et c'est aussi là le choix qui a été fait par le président de la République dès son arrivée, réorienter l'Europe pour la croissance et pour l'emploi. L'autorité doit enfin s'incarner au sommet de l'État. C'est la logique de nos institutions. Et c'est précisément ce que fait François Hollande en fixant un cap pour notre pays, en le fixant et en le tenant. L'autorité doit enfin s'incarner dans les valeurs de la République, avec lesquelles on ne doit pas transiger. Et je prendrai deux exemples. Le premier n'est pas facile, et pourtant je sais que dans un département comme le vôtre, c'est une réalité. C'est tout d'abord le respect de la loi. C'est ce que nous avons fait, et ce que je continuerai à faire, en procédant par exemple au démantèlement des campements illicites, qui sont indignes de la République, dans lesquels des personnes, souvent d'origine rome, vivent dans des conditions qu'on ne peut pas accepter. La gauche, c'est de refuser cette misère sociale, c'est de refuser ces situations qui sont inacceptables, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas une confrontation qui est latente souvent entre ces campements qui ne sont pas dignes de la République et les quartiers populaires. C'est facile de défendre dans des tribunes ces situations quand on ne vit pas à Chelles, quand on ne vit pas à Évry. Moi j'en ai assez des donneurs de leçons, de ceux qui nous expliquent que la gauche est uniquement s'occuper de ceux qui sont en grande difficulté, en oubliant qu'à côté, il y en a d'autres qui sont aussi en grande difficulté. Il s'agit là de faire appliquer tout simplement des décisions de justice et de mettre un terme à des situations qui présentent de vrais risques pour les personnes, sans stigmatiser, en trouvant des solutions au niveau européen, avec les pays d'origine, en trouvant des solutions au niveau local, en matière d'insertion à travers le travail, le logement, la scolarisation. C'est cela la gauche, c'est aussi s'affronter à ces réalités
Parfois des militants ne le comprennent pas, protestent. Mais l'ordre républicain, là aussi, c'est un ordre social et il doit s'appliquer. Et puis le deuxième exemple, c'est le respect de la laïcité. Cette laïcité est le résultat d'une histoire longue, marquée par des antagonismes forts entre ceux qui relevaient du spirituel et du temporel. Et une frontière claire et nette a été établie. La laïcité dit simplement que la religion ne doit pas avoir d'emprise sur la société, qu'il appartient à l'État de fixer les règles qui régissent notre collectivité. Et en disant cela, je pense notamment au débordement de certains intégrismes. Ceux qui contestent radicalement le mariage pour tous, avec des mots qu'on croyait d'une autre époque, ou comme ceux qui nient les droits des femmes. J'étais à l'époque l'un des rares députés socialistes à voter la loi interdisant la burqa ou le voile intégral. Et je sais que certains à gauche notamment considèrent que l'idée d'interdire est une mise en cause fondamentale. Mais le débat qui se posait était tout autre. Il s'agissait de la dignité de la femme, du visage de l'autre, de l'altérité. Et donc on voit bien que l'interdiction, l'autorité, avait là aussi valeur d'émancipation. Là aussi, nous, qui connaissons bien nos départements et nos villes de cette région Île-de-France, nous voyons bien les dérives qui existent. Il ne faudrait pas en parler. Il ne faudrait pas les affronter. Quand dans un certain nombre de quartiers, la délinquance se mêle à un antisémitisme virulent, quand le trafic de drogue qui envahit une grande partie de nos villes fait progresser aussi des formes d'intégrisme qui peuvent parfois aboutir à des processus qui vont très vite, de radicalisation d'un certain nombre d'individus et qui les conduisent au pire, comme nous l'avons connu en France. Et ces questions-là, la gauche doit les aborder, mais pas parce qu'elle les découvre, mais au nom de son idée de la République et de son idée de la laïcité. Pouvons-nous accepter qu'un autre ordre que celui républicain s'impose dans les quartiers, qui connaissent déjà les difficultés, qui ont connu des processus d'apartheid social, territorial, ethnique? Nous devons aussi repenser ces questions et à travers ce sujet aborder la question difficile, le défi qui est celui de la politique d'immigration de notre pays. La France est forte parce qu'elle s'est construite à travers les différents apports de l'immigration au cours de ces dernières décennies. C'est un atout incontestable sur le plan économique, sur le plan de la culture, de la connaissance de l'autre, et en même temps, nous devons maîtriser ces flux migratoires. C'est important pour notre société, pour son équilibre. C'est vrai quand il s'agit d'accueillir les étudiants, et l'abrogation de la circulaire Kéan a été une fierté pour moi, pour permettre de délivrer un message important au monde. Mais nous devons aussi réfléchir à l'immigration économique, au regroupement familial, à la lutte contre l'immigration clandestine, et à notamment ceux qui se comportent en véritables esclavagistes des temps modernes. Ces questions-là, on ne les traitait pas avant, ni dans nos congrès, ni à l'occasion d'un banquet républicain, mais ce sont les sujets auxquels nous sommes confrontés. Le redressement du pays, de son économie, de son industrie, de son école, l'autorité, la sécurité, capacité à vivre ensemble, la laïcité, aujourd'hui confrontée à d'autres défis, la manière dont on vit ensemble et dont on maîtrise l'immigration, à la fois au plan national, au plan européen. Je serai demain au Maroc avec la rive sud de la Méditerranée ou avec l'Afrique avec qui nous avons tant à bâtir. C'est cela, mes chers amis, mes chers camarades. Gouverner, c'est de regarder la réalité en face, d'inventer de nouvelles solutions pour convaincre chaque jour les Français que c'est nous qui possédons la réponse qu'il faut pour le pays. Et en concluant, je veux vous inviter encore une fois à la mobilisation. Ne soyez pas passifs. Vous êtes, vous, pleinement, les acteurs de ce changement. Ces acteurs du changement, c'est vous. Et le changement, c'est vous qui allez le réussir. Alors, mes chers amis, en avant pour la réussite du quinquennat de François Hollande.